Heureux de vous retrouver après la première partie du JDS Journal dimanche au soir. Nous voilà dans la partie débat, thématique, découpage administratif au Burkina Faso, historique, réalité, enjeux et perspectives. Le mercredi 2 juillet dernier, le gouvernement burkinabé a adopté 2 décrets portant d'une part changement de dénomination de provinces et des régions et d'autre part réorganisation du territoire national. Les principales innovations, la création de 4 nouvelles régions issues de la scission des 3 ex-grandes régions, à savoir l'Est, la boucle du Moun et le Sahel. De ce fait donc, la région de l'Est est scindée en 3, le Goulmou, la Sirba et la Tapwa. La boucle du Moun est scindée en 2, la région du Bankui et la région du Sourou. Le Sahel est lui également subdivisé en 2, la région du Liptako et la région du Soum. De 13 donc, le nombre de régions passe à 17, tandis que les provinces passent, elles, de 45 à 47, avec la création de 2 nouvelles provinces, la province de Karopeli dans la nouvelle région du Soum et la province du Diamongou dans la nouvelle région de la Tapwa. Par une conférence de presse, il faut le rappeler, animée le lendemain de ce Conseil des ministres, le ministre en charge de l'administration territoriale, Émile Zerbo, et celui de la communication, Gilbert Ouedraogo, ont donné de plus amples explications sur les enjeux liés à cette décision. Nous en ferons justement l'analyse perspective dans ce débat-là, mais parce qu'il y a eu d'autres changements précédents, des tentatives échoué ou avorté, l'approche aussi sera rétrospective et des invités forcément avec moi sur ce plateau pour aborder tout cela. Je suis avec Youssouf Ouattara, il est administrateur civil, enseignant en analyse des politiques publiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Boubacar Sanou, il est le vice-président du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes avec Nicolas Zemané, il est enseignant de droit public à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Var. Un plaisir de vous avoir. Déjà, je disais tout à l'heure, on va faire aussi de la pédagogie pour que, c'est vrai qu'il y a la décision qui est tombée rien que cette semaine, pour que les Burkinabés comprennent aussi ce qu'on a eu comme organisation un peu après, quel regard on peut avoir sur ce qui nous a été donné il y a juste quelques jours. Je vais commencer par vous, Youssouf Ouattara. Quand on regarde l'histoire des découpages administratifs au Burkina Faso, c'est quoi? C'est vrai qu'on sait tous quand on acquiert l'indépendance, on est encore dans, on n'est pas dans la décentralisation ni dans la déconcentration qu'on connaît. Tout est un peu centralisé, mais après on essaie de faire des efforts et des changements. C'est quoi cette histoire-là pour ce qui est du Burkina? Alors, le territoire, c'est une entité que, on va dire tout simplement, son propriétaire ou celui qui a l'autorité de l'administrer va organiser. Donc, cette autorité va organiser le territoire en fonction de ses ambitions, en fonction des enjeux. Il faut dire que nous étions d'abord une colonie, ça veut dire que le colon lui-même, en considérant la Haute-Volta, l'a considéré comme un territoire et en fonction de ses ambitions et des réalités auxquelles il faisait face, il a dû organiser le territoire en fonction de ses moyens et en fonction de ses ambitions. Donc nous sommes passés entre-temps à l'indépendance et l'organisation du territoire a évolué en fonction donc des ambitions et des enjeux qui sont de l'heure. Et on va dire, au moment de la colonisation, nous étions organisés sous forme de SEC. Le colon a organisé le territoire sous forme de SEC et de subdivision. Mais avant ça, il avait organisé le territoire beaucoup plus sur une base ethnique, des cercles, mais basé sur une base ethnique. Et il a constaté qu'à un certain moment, ça ne correspond pas effectivement à la réalité à tous les endroits, donc il en a fait des cercles beaucoup plus élargis. Et ainsi de suite, à partir de 1974, sous le président Lamizana, donc, il y a eu un autre découpage qui a transformé maintenant le cercle en département. Donc nous sommes passés à une départementalisation du territoire. Et maintenant avec des sous-préfectures. Au temps du colon, donc, on avait les cercles, mais aussi des subdivisions. Et c'est carrément à partir de la période de la Révolution que nous sommes passés à la provincialisation du territoire. Mais déjà, lorsque nous sommes passés à la départementalisation, on était à 10 départements. Et juste 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas particulièrement ce qui s'est passé. Donc il y a eu un autre texte pour élever le nombre à 11 départements. Donc on avait les départements et les sous-préfectures, mais aussi les arrondissements et les villages.
sous la Révolution, nous sommes passés donc à la provincialisation. Donc les départements, on a gardé le nom département, mais ils ont été dégradés en termes d'échelon. Donc le département a pris plus ou moins la place de la sous-préfecture, et maintenant nous avons la province qui a pris plus ou moins la place du département, et avec le président capitaine Thomas Sankara, on a eu d'abord une création de 119 départements en 1984. Et ce qui va expliquer également, pour ceux qui sont de l'administration territoriale, une vague de recrutement de secrétaires administratifs, de préfets même directement, à partir de 84-85, voilà, pour pouvoir administrer ces nouvelles entités qui ont été créées. Donc, l'organisation du territoire dépend des ambitions de l'autorité et dépend également des enjeux de l'heure. D'accord. Donc, on est parti de la question de la centralisation, départementalisation, provincialisation, régionalisation. Ça, on est en 2001. Moi, je vais revenir à 91, parce que lorsque c'est en 91, avec la Constitution, on est vraiment résolument, on va dire comme ça, lancé dans un véritable processus de décentralisation. Et donc, il y a plusieurs lois qui vont être prises en 93, en 98. Docteur Zimane, au départ, là, je pense que c'est en 91, on est à un virage plus que concret relativement aux organisations qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Je vais vous solliciter de dire Monsieur Zemani, au nom du docteur Zemani. Voilà, ok, merci. Donc, déjà, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur le plateau de Tro TV et essayer d'apporter, en tout cas de ma manière, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, des apports sur le plan non seulement scientifique, mais aussi sur le plan justement de la pratique et de l'expérience administrative. Voilà, donc effectivement, vous évoquiez l'année 91, les années 90, pour prendre le relais de M. Ouattara. C'est vrai que c'est le moment où notre constitution, 91-92, où notre constitution actuelle a été adoptée, et celle-ci, bien entendu, a consacré toujours l'organisation de notre pays, si vous voulez, sous la forme justement de la déconcentration et éventuellement de la décentralisation à venir à partir justement de 96. Donc à ce niveau, comme vous l'avez souhaité, vous avez souhaité que le débat soit un peu pédagogique, je voudrais prendre un petit temps juste pour donner une explication voilà, contextuelle de la déconcentration. Voilà, parce que déjà la déconcentration, elle ne peut avoir vraiment lieu que dans un cadre justement d'État unitaire. L'État unitaire, bien sûr, est un État, bien sûr, ayant un centre d'impulsion. Ça veut dire que tout est géré à partir du centre, d'où le concept de centralisation de ce type d'État. Et la déconcentration vient comme pour décongestionner en fait ce pouvoir qui est central à l'origine, mais afin, bien sûr, de rapprocher ce pouvoir central-là des périphéries. Donc, il y a une forme de délégation, en fait, de pouvoir à des entités territoriales qu'on crée d'un point de vue administratif, qui s'appelle, bien sûr, des circonscriptions administratives. Mon cher ami Ouattara a tenté de donner quelques détails très importants dans notre histoire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 91, nous sommes tombés dans 3 types de circonscriptions, sinon 4 types, parce que le 4e, finalement, a été balayé, c'est le village, la plus petite entité circonscription administrative. Sinon, il y a le département qui est l'unité de base actuellement de notre déconcentration. Ensuite, les départements constituent ce qu'on appelle une province, et les provinces, bien sûr, constituent la région en termes, bien sûr, de circonscription administrative. Donc, comme je l'ai dit, 1991 jusqu'à pratiquement 1996, on était dans une dynamique justement de rapprochement de l'administration, bien sûr, des administrés. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons que le gouvernement vient de donner pour renforcer cette déconcentration. Et ce rapprochement se fait bien sûr à travers, comme je l'ai dit, d'abord la mise en place de ce qu'il a appelé tout de suite des secteurs assez stratégiques, sont les secteurs régaliens dirigés généralement par des administrateurs civils, notamment les préfets. Parce que tout ce qui est préfecture relève du domaine régalien de l'État. Donc, à partir de ces instances-là, à partir de ces circonscriptions, ils vont naître à travers, bien sûr, en fonction des différents ministères que nous avons au niveau central, c'est-à-dire d'autres institutions déconcentrées, notamment les
directions, disons, si vous voulez, provinciales, les directions régionales et souvent même des services départementaux qui sont toujours reliés à un ministère qui est au centre. Donc, on est toujours dans le mouvement, hein, c'est-à-dire c'est un peu, pour faire un peu une image, c'est comme un cercle avec son centre et qui, à travers les rayons, va de chaque côté, en fait, du cercle. Donc, la déconcentration aujourd'hui administrative, celle à laquelle, bien sûr, on assiste, consiste effectivement à élargir le champ d'action de l'État central afin, bien sûr, de maximiser la satisfaction des besoins des administrés sur le terrain. C'est vrai que tout à l'heure on parlait de 91 avec la Constitution, c'est qu'il impulse 2001. On a la régionalisation comme on l'a connu jusqu'à ces changements récents. Est-ce que concrètement ce qu'on a eu annoncé il y a juste quelques jours est un changement profond? Non, ce n'est pas un changement profond, je dirais plutôt une transformation, si vous voulez, contextuelle pour s'adapter bien sûr à une situation donnée. Voilà, pour moi le changement n'est pas profond, dans la mesure où personnellement je m'attendais plus à une réduction du nombre de régions plutôt qu'à une augmentation. Donc pour moi c'est le contexte peut-être qui justifie cela. Pour moi le changement n'est pas profond, il est même dans l'ordre normal des choses si on prend bien sûr la raison sécuritaire qui a été donnée par le gouvernement. On va revenir dans le détail là-dessus parce que c'est le cœur quand même, quoi qu'on dise, du débat. Je viens vers le visage le plus politique de la table, c'est ça nous. On a parlé de 2001 avec la régionalisation. Il y a eu quand même aussi, quoi qu'on dise dans notre histoire, je vais parler des tentatives qui n'ont pas forcément pu prospérer. Je pense qu'il y avait 2004 et puis bon, je ne sais pas si on va dire tentative avortée ou pas, mais bon, il y avait de bonnes réflexions aussi en 2021. Pour ce qui est du politique, quand on regarde dans ce qui est donné comme explication, il y a les motivations qu'il y a derrière. Mais quand on prend le cas de 2001, je pense que c'était sous vous, hein, le CDP, il y a eu une tentative en 2014, je ne sais plus si c'était sous vous. Oui, c'était sous vous. C'est encore nous. Mais 2001, bon, ça c'est avéré. 2014, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense qu'ils l'ont tous dit. La décentralisation répond à un impératif. Ça veut dire que c'est la volonté des décideurs de pouvoir donc contrôler un territoire et de marquer un territoire. Donc l'impératif peut être militaire, ça peut être sécuritaire, ça peut être politique, ça peut être économique, ça peut être administratif. En tout cas, il y a toujours, même démographique. Voilà, donc il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer donc la volonté de toujours procéder à un redécoupage d'un territoire. Et effectivement, la volonté a été manifestée depuis plusieurs années et sous le président Compaoré, le régime donc Compaoré, surtout en 2012-2014. Je pense que le processus était vraiment avancé et il y avait des velléités manifestées donc à travers certaines localités du pays et qui pensaient que depuis peut-être la révolution, il y avait des injustices qu'il fallait réparer. Il y avait des volontés aussi à pouvoir s'émanciper de certaines localités, à pouvoir s'émanciper d'autres localités. Et également, aussi, il faut reconnaître que le redécoupage, qu'on le veuille ou pas, surtout pas les acteurs politiques, répond à un impératif politique. Parce que le plus souvent, celui qui a aux affaires, il fait un redécoupage qui l'avantage, qui l'arrend toujours dans les cadres d'élection et qui arrive donc à affaiblir davantage ses adversaires. Mais en 2014, la volonté n'était pas de cette nature, la volonté était plutôt de satisfaire à certaines exigences qui revenaient du terrain. Bon, malheureusement, il y a eu tellement de tiraillements également que, en fin de compte, le processus n'a pas abouti. Les gens ont préféré donc tasser ça parce que également le souci premier qui était de vouloir donc rapprocher l'administration des administrés et on assistait plutôt à des velléités de division, des velléités de comment ça peut s'expliquer si, parce que on regarde quand on est vers 2014, on est 13 années après ce qu'on a eu en 2001 en termes de grands changements, il y avait beaucoup qui appelaient à un découpage qui s'arrime aux réalités, mais ce que vous proposez n'a pas l'assentiment. Est-ce que c'est pas parce que vous aviez sérieusement une répartition qui était beaucoup plus politique du territoire? Non, je pense que lorsque vous prenez le recul avec en tout cas le temps, et comme je l'ai très souvent dit, la gouvernance actuelle, il faut lui reconnaître une caractéristique principale, c'est l'audace. Okay. L'audace parce que je pense que les régimes civilo-militaires ou les régimes civils qui n'ont pas pu en tout cas mettre en œuvre ce processus-là, je pense que c'est plus par manque d'audace.
parce qu'il y a des décisions souvent, on peut ouvrir la concertation, mais il appartient à l'autorité de prendre la décision. Et malheureusement, à vouloir trop écouter, trop contenter, on finit par ne pas pouvoir prendre la décision. Et je pense que c'est ce qui a caractérisé donc les régimes, que ce soit en 2014, que ce soit en 2021. Je pense que ça a été la véritable plaie. Et parce que, bon, chaque acteur politique, chaque leader régional, politique, provincial tire la couverture de son côté. Chacun veut un découpage qui lui crée un fief électoral, et de telle sorte qu'au finish, et bon, on finit par ne plus pouvoir prendre une décision, et puis bon, on laisse tomber. Je pense que c'est plus, en tout cas, ce qui a marqué les régimes qui n'ont pas pu le faire. Et donc, je pense que le régime actuel, il n'y a pas d'impératif électoral, il n'y a pas d'impératif politique, et donc, il prend la décision, et puis bon, voilà. Quand on parle de 2014, je passe ma mémoire, bon, il y avait un allimage aussi avec la question du mode de désignation des maires. Oui, en 2014, c'était vraiment une réforme d'ensemble un peu complexe. Et je pense que même ça touchait également à l'Assemblée, parce que le niveau des députés devait être revu, le niveau des maires devait être revu, et également le nombre de villages et même la circonscription électorale devait être revue. Et bon, il y avait tellement de réformes en cours que, bon, en fin de compte, les intérêts, on peut dire individuels, politiques, ont pris le dessus, et finalement, donc, on n'a pas pu aboutir. Zemani ? Oui, je voudrais rebondir, comme je le dis. Bon, j'essaierai de faire quand même un petit savant mélange entre l'historique de la chose, c'est-à-dire les difficultés que nous avons eues, et puis bien sûr ce que la science recommande. En réalité, ce qu'il dit est en grande partie vrai, mais il y a un aspect qui n'a pas été pris en compte. Je précise juste que les réformes de 2013-2014, j'étais encore chef de département des affaires politiques, diplomatiques et institutionnelles à la primature, dont mon département a géré le dossier. L'une des grandes difficultés qui a fait que la réforme aussi a flanché, en plus de ce qu'il a dit en ce qui concerne l'opportunité et puis peut-être le courage politique, c'est surtout le fait que 2004 était quand même une année centrale chez nous en matière d'organisation du territoire. Non, 2004, je parle de la communalisation intégrale qui avait fait que le pays avait plus pris l'accent sur la décentralisation plutôt que sur la déconcentration. Sachant que les deux systèmes doivent cohabiter, que la déconcentration assure bien sûr la tutelle de la décentralisation. Donc avec la communalisation intégrale, de nouveaux acteurs ont vu le jour, et notamment les acteurs politiques, c'est-à-dire avec bien entendu des fiefs au niveau de leur localité. Certains voulaient d'ailleurs que leurs communes soient des provinces. D'autres voulaient que leurs communes rurales soient des communes urbaines. Donc c'était plus ça, cette préoccupation-là, qui a fait que le gouvernement n'a pas eu le courage, l'audace nécessaire d'aller au bout, surtout que nous étions aussi dans une période de crise qui avait été enclenchée en 2011. Il y avait un peu, si vous voulez, du feu sur la braise, aussi, si vous voulez, de la braise sur le feu, qui faisait que c'était difficile d'aller. Donc cette tendance de la décentralisation qui était enclenchée, je sais que nous l'avions recommandé en tant que technicien, c'était plus de mettre, nous avons demandé qu'on mette plus l'accent sur la décentralisation, de sorte à ce que les communes soient vraiment des entités administratives autonomes, comme on l'a voulu bien sûr avec le Code des collectivités de 2004, et permettre bien entendu au fur et à mesure à certaines circonscriptions administratives qui avaient des difficultés de fonctionnement, notamment les départements, de retrouver, si vous voulez, leur force d'antan, puisque cette communalisation intégrante a eu pour péché mignon d'affaiblir largement le département en tant que circonscription administrative, notamment le préfet qui a perdu beaucoup de pouvoir au profit bien sûr du maire. En fait, l'élan ou la propension à demander ces entités, ça venait pas vraiment de l'envie de créer des circonscriptions, mais vraiment de créer des collectivités territoriales. Mais comme on sait que pour avoir une collectivité territoriale, municipalité, il faut qu'on ait le département. C'est pour ça que les gens ont demandé le département. Et le résultat donnait, je pense, 588 demandes d'élection en département et 26 demandes d'élection en province en son temps. Ce qui est énorme quand même. Tout à fait. On quitte 2014. 2021, il y avait aussi des réflexions qui étaient en train d'être menées, on était quand même assez avancées. On avait comme l'impression qu'on était dans le processus même d'abord d'acceptation, de vulgarisation de ce qu'il y a comme contenu. Mais j'ai dit encore, l'autre boussole, c'est ce qui nous a été annoncé cette semaine. Vous êtes dans le cœur des dossiers. Est-ce que ça tranche avec la dynamique qu'on avait en 2021 ? Allez-y. Oui, ok. Bon, trancher, je ne dirais pas non. Moi, je pense que c'est peut-être, bon, on va rentrer dans le sens de la continuité de l'État. C'est-à-dire, le gouvernement actuel a
pris en compte ce qui avait déjà été proposé bien avant, mais a ajouté quelque chose. Et cet ajout, si vous voulez, s'impose pratiquement aux politiques d'aujourd'hui, dans la mesure où il y a une situation nouvelle qui est là, qui est l'insécurité. Donc, quand vous prenez... 2021, c'est pas nouvelle aussi. Oui, mais je dis, n'empêche que le 2021, ça n'a pas été appliqué. Okay. Je parle de l'ajout qui est conséquent, qui est, en tout cas de mon point de vue, qui est conséquent, c'est l'aspect sécuritaire. En 2021, peut-être que l'analyse de l'approche sécuritaire était différente de maintenant. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de critiques qui avaient déjà fait la remarque selon laquelle, bien sûr, la région, par exemple, de l'Est était une région très vaste et difficile à contrôler. Par exemple, au Bamou, on pouvait retrouver 200 km entre deux provinces. Donc, ça fait que souvent, c'est difficile pour le maillage, bien entendu, non seulement administratif, mais aussi militaire. Donc, sur cette base-là, moi, je dirais que c'est peut-être, on s'inscrit dans la continuité, mais avec ce plus lié à la sécurité. Sinon, si on prend ne serait-ce que l'aspect rapprocher l'administration de l'administré, pour moi, ce n'est pas une nouvelle donne, c'est toujours la même dynamique, parce que l'objectif premier d'un État, d'un gouvernement, c'est de travailler tous les jours à rapprocher l'administration de l'administré. Et ça, je pense que tous les États, tous les gouvernants ont toujours ça en veille, quoi. Merci. On va mettre les pieds dans le plat. Donc, je le disais en entrée, on a vu ce que sont les principales innovations. Création de 4 nouvelles régions issues de la scission des 3 ex-grandes régions, donc à savoir l'Est, la Boucle du Moun et le Sahel. On voit que l'Est a été scindé en 3, Gourmou, la Sirba et la Tapua. La Boucle du Moun est scindée en 2, la région du Bankui, la région du Sourou, et le Sahel est lui subdivisé en 2. On a la région du Liptako et la région du Soum. Maintenant, on a vu aussi le nombre de provinces qui passent donc de 45 à 47, les régions qui passent donc à 17. Vous avez tout ça, vous êtes des puristes du domaine, vous avez travaillé à cette dynamique qu'il y avait eu avant. Je pense que pour ce qui est de donc Ouattara, de l'ex-IFWEB, c'est des éléments sur lesquels vous avez beaucoup travaillé. Quand vous avez vu les annonces, les techniciens que vous êtes, quel a été votre premier regard? Je vais commencer par vous, Ouattara. Non, comme on l'a dit, l'administration du territoire et surtout le découpage, c'est une politique publique. Et une politique publique, nous, dans notre domaine, on dit qu'il n'y a pas de politique sans problème. Une politique, c'est une prescription de l'État, une solution que l'État développe, soit à travers une loi, soit à travers un programme pour adresser un problème. Donc, si on développe une politique, c'est qu'il y a eu un problème. Donc, nous sommes partis de 2021, donc avec l'opérationnalisation des 13 provinces. Au fur et à mesure, je pense qu'il y a des difficultés qui se sont posées. Ne serait-ce qu'en termes de proximité de l'administration avec la population, mais moi j'ai vu beaucoup plus la dimension d'inégalité territoriale. Parce que lorsque les espaces sont très élargis en termes d'investissement, le développement ou les actions d'investissement n'arrivent pas à toutes les entités ou à tout l'espace territorial. Et nous, dans notre système de développement, on a adopté un système beaucoup plus vertical où on essaie d'investir d'abord au niveau central, peut-être Ouaga, Bobo, les chefs-lieux de région, avant d'aller vers la périphérie. Ce qui crée à un certain moment des fossés entre les différentes entités. Donc vous avez les niveaux centraux qui sont davantage équipés et donc ça crée le fossé avec les autres entités. On prend simplement l'exemple des investissements du 11 décembre pour mieux le comprendre. Et ça a commencé d'ailleurs à Fada. Donc vous avez des investissements à Fada ou dans les chefs-lieux de région, mais ces investissements n'arrivent pas aux autres localités. Et ce qui fait que le niveau d'équipement du chef-lieu augmente en termes de volume, mais ça crée du coup aussi un certain fossé avec les autres localités. Je pense que c'est à partir de Gawa, parce qu'il y a eu Fada, il y a eu Waiguya, Bobo jusqu'à Koudougou, il n'y a pas eu ce choix d'investir dans les autres provinces des régions à l'occasion du 11 décembre. Je pense que c'est un exemple illustratif des écarts que nos politiques ont porté et qui ont dû créer beaucoup plus d'insatisfaction au niveau des populations, bien sûr en plus de la question de l'insécurité qui font qu'aujourd'hui il faut rapprocher davantage le citoyen, donc l'administration avec le citoyen, mais c'est dans l'opérationnalisation également, comme je l'ai dit, dans le développement des politiques et des options de développement, il faut que nous ayons un développement bien réparti.
et non concentrer le développement simplement sur le chef-lieu. Et ça va créer davantage d'inégalités. Et les mêmes problèmes qu'on a eu, après on va avoir donc un mécontentement des populations. D'accord. Salut. Bon, c'est vrai que nous avons suivi les explications. Bon, c'est vrai que la question sécuritaire, elle est au centre de toutes les préoccupations. Elle justifie ou elle peut expliquer certaines décisions. Mais je pense que la carte de l'organisation militaire d'un pays ne cadre pas avec l'organisation administrative. Et même quand vous prenez dans notre administration, vous verrez que l'organisation, par exemple, l'administration douanière n'a pas la même organisation que l'organisation administrative. Ça répond aux impératifs donc de chaque structure. Bon, l'argument il est avancé, on le prend, mais moi je pense que j'aurais, en tout cas dans notre perception, je pense que le gouvernement aurait dû inverser les choses. Parce que depuis 2001, ou je sais pas, nous sommes à 8000 villages. Le nombre de villages n'a pas évolué, le nombre de départements n'a pas évolué. Et donc, peut-être pour nous, il aurait été peut-être, bon, en tout cas, plus efficace d'abord de revoir l'organisation au niveau local. Parce que c'est le contrôle, en réalité, c'est la reprise en main du contrôle donc, du territoire par l'État. Donc, les villages, qui sont des entités, donc voilà, et qu'on le veut ou pas, c'est des entités administratives parce qu'il y a les CVD qui gèrent les villages. Je pense qu'on veut mettre les couverts en place. Alors donc vous avez par exemple aujourd'hui une commune comme Kamti qui fait 117 villages. 117 villages, Kamti. Aujourd'hui on ne peut pas dénombrer le nombre des hameaux de culture dont le contrôle échappe à l'État parce qu'il n'y a aucun responsable administratif local. Et sans oublier donc les sites d'orpaillage et les sites de déplacés internes et autres. Donc moi, je pense qu'en tout cas que l'État devait d'abord faire le point de l'existant. Combien de villages il y a? Combien de hameaux de culture qui remplissent les critères d'être érigés en village? Puisqu'il y a des villages sans terroir, qu'on peut ériger en village. Peut-être qu'on allait se retrouver avec 10 000 villages aujourd'hui, ou même plus, ou 11 000 ou 12 000 villages. Maintenant, par rapport au nombre de villages, déterminer les critères pour être département. Combien de villages peuvent constituer un département? Par exemple, à la commune de Kamti, et sans vous mentir, 117 villages, je pense que le contrôle devient très difficile par l'autorité qui est là-bas. Donc si c'est la volonté de rapprocher l'administration de l'administré, donc c'était de voir donc comment on peut ériger les hameaux de culture qui sont des entités hors de contrôle de l'administration, comment on peut les ériger en villages, certains hameaux de culture qui ont fait les demandes depuis des années. Depuis 2012-2014, je ne crois pas qu'on ait encore érigé des nouveaux villages. Et maintenant, si on arrivait à déterminer donc le nombre de villages réels, parce que ça fait 8000, on pouvait maintenant voir quels sont les critères qu'il faut pour être département. Par exemple, dire, bon, il y a un département aujourd'hui, si on érige par exemple les hameaux de culture, les sites d'orpaillage et autres, qui se retrouvent par exemple avec 30, 40, 50 villages administrativement reconnus, donc on décide par exemple de diviser cette commune-là en 2 ou 3 communes. Par exemple, on peut dire au-delà de 10 villages ou bien de 15 villages, on crée une nouvelle commune. Et maintenant, voir également au-delà de 5 communes, 6 communes, on crée une province. Et au-delà maintenant de 3 provinces, 4 provinces ou 5 provinces, on crée une région. Je pense que si l'État était allé sur cette base, je pense qu'ils allaient aboutir à des résultats plus probants et qui allaient faire moins de polémiques. Parce que qu'on le veuille ou pas, la décision prise, les critères qui ont prévalu à ce que cette décision-là soit prise, les gens ont du mal à comprendre. Mais si l'État était allé en faisant un travail de cette manière, avec des critères bien connus de tout le monde, bon, peut-être l'arbitraire pouvait apparaître quelque part en disant mais pourquoi on a érigé telle localité en commune et pourquoi pas tel village, ou bien pourquoi on a donné le chef-lieu de commune à tel et de province à tel chef-lieu de choses et non à tel autre. Mais si on allait sur cette base, peut-être qu'on allait se retrouver au finish avec peut-être 10 000 ou 12 000 villages, avec peut-être 400 ou 450 communes, peut-être avec 60 provinces et puis peut-être avec 20 régions. Et la polémique allait être... Et en tout cas, je pense qu'on allait avoir moins de polémiques. Également, il faut rentrer également dans les grands centres comme Ouagadougou, les métropoles. Ouagadougou a, je pense, 52 secteurs.
Mais je pense que dans une volonté également, Ouagadougou peut aller au-delà. Peut-être pourquoi pas 100 secteurs. Et au lieu de 12 arrondissements, pourquoi pas une trentaine. Il en est de même que Bobo. Et donc, et de cette manière également, l'État, parce qu'aujourd'hui, même quand on prenait Ouagadougou, l'État est peu présent dans Ouagadougou. Quand on prenait les services sécuritaires, par exemple la police, la gendarmerie, je ne crois pas que la décentralisation aille jusqu'à un certain niveau, et même les communes. Donc l'État également, si la volonté réellement c'était ça, l'État également pouvait... Ça dit, ce n'était pas un travail à faire de cette manière-là, c'était à séquencer. Au fur et à mesure, et puis donc au fur et à mesure, s'il y a des insuffisances, on essaie de les corriger et puis on avance. Et donc au niveau de Ouagadougou, par exemple, Ouagadougou-Bobo, on aurait pu donc subdiviser Ouagadougou en une centaine de secteurs, une trentaine d'arrondissements, et puis, mais pourquoi pas, et nous, en tout cas dans notre vision, on avait décidé qu'il n'y a pas de maire central ni à Ouagadougou ni à Bobo. On nomme un administrateur principal qui coordonne les actions, mais chaque arrondissement est indépendant. L'État peut aller dans ce sens. Également, il y a des localités aujourd'hui que moi je connais, je parle de ce que je connais. Je prends un village comme Bama. Bama aujourd'hui, je ne sais pas combien de chefs-lieux de province aujourd'hui peuvent être comparés à Bama. Je ne sais pas, en termes de population et en taille. Alors, Bama aujourd'hui demeure une commune rurale, rattachée à Bobo. Alors que Bama, je pense bien, en tout cas, si on avait déterminé des critères bien clairs, une localité comme Bama peut être érigée en province, en prenant en compte donc les autres provinces comme Dandé et autres. Et Bobo allait être axé sur le développement de Bobo. Voilà un peu donc comment, en tout cas, bon, nous on perçoit ou on percevait la chose. Bon, maintenant, la décision elle est prise, les explications sont données. On les accepte, on les prend en compte. La pilule, elle semble amère pour certains. Et ben, c'est de faire l'effort pour que la pilule puisse passer, puisse être digeste. Mais c'est de dire que si effectivement le processus, c'est une dynamique, c'est de dire à l'État donc que par rapport à ce qui vient, si c'est toujours en cours en tout cas, c'est de dire à l'État donc de reprendre depuis la base, donc diriger de nouveaux villages, diriger de nouvelles communes, diriger de nouvelles provinces et en fin de compte, au bout du compte, un des critères vient vraiment acceptés et connus de tous et maintenant diriger de nouvelles régions. C'est vrai, comme je l'ai dit, il y aura toujours des gorges chaudes, mais ce sera l'avantage quand même que, bon, les critères étant connus de tous, qu'on puisse avancer vraiment les choses, quoi. Voilà. D'accord. Peut-être réaction, parce que là, il dépose assez d'éléments. Il y a la question des critères d'élection. Oui, il y a quand même aussi d'une confusion. Allez-y. Avec les hommes politiques, souvent, ils font ça pour faire sortir des choses. J'ai eu l'impression que mon ami Sanou mélange décentralisation et déconcentration, parler d'arrondissement et de communes, tout ça, c'est la décentralisation. La réforme actuelle ne concerne pas du tout les communes, ni les arrondissements, encore moins les secteurs. Il s'agit des provinces et des régions. Là, nous sommes en plein dans la circonscription administrative qui a un troisième élément qui est le département, comme l'a soulevé tantôt mon ami Ouattara. Donc si on reste à ces trois niveaux-là, moi la première inquiétude que j'ai eue, c'était attention avec l'augmentation justement du nombre de régions et des provinces accessoirement, est-ce qu'on ne va pas arriver à toucher à ce que moi j'aime appeler la cohésion territoriale. Contrairement à Ouattara, d'ailleurs je prendrai son contre-pied pour dire que l'inégalité territoriale n'est pas du tout liée au découpage, c'est plus lié au choix d'investissement politique qu'au territoire ou bien à la proximité des territoires. On a des États qui ont des territoires d'outre-mer, qui arrivent toujours à les développer, des territoires qui ne sont même pas sur le même territoire national, mais avec de la volonté politique et des choix rationnels, on arrive à développer ces régions-là. Un pays comme le Maroc est plus grand que nous, plus de 2 fois pratiquement plus de 440 km², mais ils sont passés en 2015 de 16 régions à 12 régions. Pour vous dire qu'à un moment donné, pour le développement, on peut avoir d'autres dynamiques parce que rien que l'appel à la cohésion territoriale peut faciliter plus le développement d'un territoire. Parce que ici, plus on subdivise, quand on connaît un peu la cartographie, si vous voulez, l'ethnographie ici, ça se dit comme ça de notre population, plus on subdivise, plus on a la possibilité de disperser, c'est-à-dire en termes de cohésion sociale, en termes de cohésion territoriale. C'est pourquoi j'ai un peu trahi mon souhait. Moi, mon souhait plutôt, c'était plus la réduction en fait du nombre de régions et peut-être au niveau des communes, ça c'est la décentralisation, après ils vont devoir travailler, mais bon, pour moi ça devait commencer d'abord par là, mais bon, comme la réforme est déjà passée, peut-être qu'on va dissoudre carrément les collectivités territoriales et refaire un autre travail. Sinon, l'objectif principal du gouvernement tel qu'il a été décliné
sur l'aspect sécuritaire, j'ai dit une fois de plus, je ne dis pas un mot parce que je suis un profane, mais l'aspect rapprochement de l'administration de l'administré, j'ai bien peur que cela ne puisse pas vraiment être une nouveauté, en tout cas une innovation. D'ailleurs, je pense que le doyen Sanou l'a un peu souligné. Il faut faire quand même une évaluation de ce qu'il y a. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré le fait que certaines localités ont des autorités déconcentrées, il y a toujours un problème d'accès de l'administration à l'administré. Il y a ces réalités. Même Ouagadougou que vous prenez, il l'a cité, ou même Ouagadougou n'a pas tous les services. Il y a des services qui manquent encore à Ouagadougou. Ça, ce sont des questions pour moi qui ne sont pas forcément liées au découpage, mais plutôt liées à l'impulsion même de la politique territoriale en termes fonctionnels maintenant de l'administration publique. Vous vouliez des nombres, on va dire que des répartitions en nombre beaucoup plus réduit, mais ça fait des espaces encore plus grands. En tenant des cohésions, nous avons 274 000 km², c'est un petit pays. Imaginez le Mali, si le Mali doit suivre cette logique-là, le Mali doit avoir combien de régions? Le Mali est un peu plus que le Niger encore. Nous sommes dans l'AES. Le Mali a combien de villages? Je dis, c'est pas arithmétique en réalité. C'est dit, ici, ce qu'il faut, c'est prendre en compte l'aspect sécuritaire. Ça, comme je l'ai dit, c'est incontestable. Pour le Sahel et pour l'Est, c'est incontestable. Effectivement, il faut un meilleur maillage militaire. Mais en ce qui concerne l'administration, j'ai dit, il l'a dit, Ouagadougou, qui est la capitale, où il y a les ministères, il y a des directions régionales, il y a le gouvernorat du centre, il y a des services toujours qui ne sont pas accessibles à certains citoyens. Est-ce que ça c'est lié à l'inégalité territoriale? Voici la question que je pose. Chez nous, il faut bien identifier l'enjeu. Moi, en 2022, déjà, j'avais publié une tribune dans un média en ligne avec le titre « La sous-administration du territoire, l'autre source de notre problème ». Donc, notre problème, c'est beaucoup plus une sous-administration, en tout cas, une présence très limitée de l'État auprès des populations, mais surtout aussi une question de sentiment, de construction du sentiment d'appartenance à une nation. Il faut qu'on tienne compte du contexte du Burkina. Lorsque nous sommes arrivés aux indépendances, nous avons pensé que, en étant indépendants, du coup, on a une nation. On a des populations qui s'identifient à un territoire, à un pays. On se rend compte qu'avec l'insécurité, qu'il y a des citoyens burkinabés qui ne se reconnaissent pas dans la nation, au point de s'attaquer aux institutions, au point de s'attaquer aux représentants des institutions. Donc il y a un problème. Et on constate également sur le terrain, du fait de ce vide, de ce désert administratif, qu'il y a des tranches de notre territoire ou de nos populations qui n'ont pas cet attachement, ils n'ont pas cet élément qui les attache, qui leur permet de s'identifier avec la population. Et lorsque vous regardez l'évolution, les aînés vont nous disent que vous prenez le président et le président Césarbo et le président Thomas Sankara, ils ont été les présidents qui ont été les plus présents auprès des populations à travers des sorties, à travers une circulation vraiment régulière à travers le territoire. Par ces actes, l'autorité se rapproche de la population et la population arrive à s'identifier à une autorité et à une nation. Parce que nous sommes allés à l'indépendance, mais le territoire ne signifie pas que tout de suite tout le monde s'identifie au pays. Et au-delà de cette échelle élevée qui est le président, moi je pense que le gouverneur, le haut-commissaire, le préfet, il doit faire ce même exercice en allant régulièrement vers les populations, recueillir les préoccupations des populations et transmettre les réformes, les décisions publiques. Et c'est ça qui va nous permettre d'assurer une certaine proximité entre le citoyen et l'administration. Justement, Ouattara, quand on vous écoute, j'ai comme l'impression que dans l'argumentaire, vous dites au début que vous n'êtes pas d'accord un peu avec Zemani, mais la sous-administration du territoire, comme vous le disiez, c'est des éléments qui incombent à l'administrateur lui-même, qui travaille sur la proximité d'avec l'administré. Donc, ce n'est pas la question du découpage seul. Non, c'est deux variables. D'accord. Vous prenez la région de l'Est, si vous prenez le gouverneur de l'Est, même dans la situation qu'il n'y a pas de sécurité, combien de temps ça lui fait? Donc ça fait beaucoup plus un travail à couvrir la région que le gouverneur des Cascades, par exemple. Okay. Voilà. Donc c'est dans cette logique que je dis, peut-être qu'avec un certain redécoupage, on permet de disposer d'entités beaucoup plus réduites et de permettre justement à ces autorités d'être beaucoup plus proches. Pour les anciens qui sont sur la table, avant le préfet, lorsque le préfet venait dans un village, lorsque le commandant venait dans un village, tu sens que l'État est là.
Même en tant qu'enfant, tu sens ce jour-là que l'État est là. Donc, quand nous sommes passés à la décentralisation, donc on a mis en berne un peu l'aspect de l'autorité du préfet. Malheureusement, le maire n'a pas rempli tout cet espace que le préfet avait laissé. Ce n'est qu'à l'occasion d'élections que le maire va aller dans les villages ou à l'occasion d'inauguration d'infrastructures, même au sommet de l'État. Je parlais tout de suite du président Césaire Beau qui n'attendait pas une inauguration, qui n'attendait pas une élection pour aller vers les populations. Mais après, avec le système démocratique, c'est à la faveur de l'élection qu'on vient vers les populations, qu'on va à l'intérieur du pays. Donc il faut que à tous les échelons que l'autorité puisse créer ces espaces-là. Je complète par 2 anecdotes. En 2018, j'étais dans une délégation avec le ministre en charge de l'administration territoriale. Nous sommes partis à Mangodara. Il avait organisé des sessions de rencontres, de dialogue avec les conseils municipaux dans différentes localités. Quand il a fini la concertation, au cours de la concertation, il y a un conseiller municipal qui a dit d'un certain âge, depuis que lui est né, lui n'a jamais vu un ministre à Mangodara. Dernièrement, le ministre Sombier a fait la même expérience, je pense, au niveau de Banzon. Donc, peut-être que les ministres n'auront pas le temps d'aller dans toutes les localités, mais si une autorité, qu'elle soit du niveau départemental, provincial, régional ou national, va vers les populations, je pense que ça consolide notre administration des populations et du territoire. Vous vouliez réagir au propos de Zemané? Je veux réagir au propos de M. Zemané parce que je crois que nous sommes dans une situation, je ne sais pas si les collectivités territoriales existent encore. Hein. Tout à fait. Elles existent, mais en réalité, leur fonctionnement ne répond pas par rapport à ce que nous constatons sur le terrain. En tout cas, il y a d'énormes difficultés. C'est plutôt l'administration qui a pris le dessus, puis c'est le préfet qui a en même temps plein de délégations spéciales. Oui, voilà. Mais je dis que si la volonté du redécoupage administratif, c'est de rapprocher de l'administration de l'administré, il faut faire le point de l'existant. Et l'administration, la volonté de l'administration, c'est quoi? C'est d'être présent jusque dans les villages. Moi, je voyage beaucoup. Il y a des localités où, si vous arrivez, vous avez un problème, vous demandez à parler au CVD parce que l'autorité administrative, en tout cas, les représentants du préfet localement, c'est les CVD. On vous dit qu'il faut aller dans les villages là-bas là, parce qu'il n'y a pas de CVD ici. Il a 5 km ou bien il a 7 km. Ça, c'est très fréquent. Donc l'État doit régulariser ces situations-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? Où vous avez des localités, vous arrivez, il y a 1000, 2000, 3000 personnes, il n'y a aucun représentant de l'État. On vous dit qu'il faut parcourir 5 ou 6 km pour aller trouver celui qui fait office de représentant de l'État. C'est pourquoi j'ai dit l'État doit faire le point d'abord de l'existant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On a des milliers de localités habitées sans aucune autorité, sans aucun responsable. Donc je disais non, il faut régulariser ça d'abord. Maintenant, en régularisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait le constat que le nombre de villages a augmenté. Si le nombre de villages a augmenté, j'ai pris le cas de Kamdi qui fait 117 villages. Mais le préfet de Kamdi, quelle que soit la bonne volonté de l'administration, il ne peut pas, même tout ce que vous dites, la proximité de l'administration c'est lié aux moyens. Mais au commissariat, il a quel moyen pour être chaque fois à côté des populations? C'est difficile. Mais à défaut que l'État mette les moyens, mais que l'État rapproche même l'administré de l'administration de l'administré. Donc c'est pourquoi je dis que si on fait le point de l'existant, le nombre de villages qu'il y a aujourd'hui, et depuis 2000, nous sommes à 8000 villages, depuis 2001. On ne peut pas 24 ans après être toujours à 8000 villages. On était à 350 communes, 353 je crois, et puis 19, on a 19 arrondissements aujourd'hui. Les réalités sont là. Mais c'est de la volonté, effectivement, même dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Vous arrivez dans une localité où il n'y a aucun représentant de l'administration, vous faites comment? Vous arrivez, on dit c'est un hameau de culture, c'est un site d'orpaillage, il n'y a aucun représentant de l'administration. Vous avez une information capitale ou bien vous avez une situation, vous faites comment? Donc c'est pourquoi j'ai dit l'État aurait dû commencer par là, faire le point maintenant. En évoluant, moi je comprends, sinon, même si vous parlez plutôt de recentrage, mais nous avons vu que c'est un découpage. Donc ça dit que la volonté c'est quoi? Et peut-être à défaut de régions, peut-être c'est de créer d'autres entités, mais en attendant, l'État a plutôt préféré encore découper pour rapprocher encore davantage, des administrés. C'est pourquoi j'ai dit qu'on aurait pu déterminer des critères bien clairs, réorganiser d'abord les départements, créer les villages, réorganiser les départements, faire le point des départements, des critères bien clairs,
si là-bas maintenant du nombre de départements, du nombre de villages, du nombre de départements, créer les provinces avec des critères bien clairs. Et puis maintenant, on va aux régions, même au-delà même. Ça on l'a entendu. Voilà, non, c'est pour revenir, puisque je dis que j'ai fait une confusion. Je ne fais pas de confusion, je dis tout simplement, moi je vois en termes de réorganisation du territoire par l'administration, pour que l'administration plus proche de l'administré. Et voilà ma proposition. Il y a la question de l'administrateur qui est plus proche de l'administré, ça c'est important. L'État qui soit beaucoup plus proche de chaque Burkinabé. Maintenant, quand on écoute le ministre Émile Zebo, il a été quand même aussi assez clair que les choix, il était question de prendre comme principal critère la défense stratégique de notre territoire. Et il continue. Il dit toutes les régions qui ont été créées sont quasiment frontalières et ont été faites dans les régions qui étaient immenses sans que l'État n'ait un vrai contrôle sur ces territoires. Je pense que c'est assez pertinent et explicatif. Cette dernière déclaration du ministre, je pense que c'est sans débat. Ça, c'est purement stratégique. Maintenant, moi, je voudrais quand même rassurer mes co-débatteurs ce soir que redécouper un territoire ne réduit pas une distance. Non, une fois de plus, parce que quand on parle de rapprochement, j'ai l'impression que c'est une question de distance qui est prise en compte ici, alors qu'en réalité c'est la présence de l'administration. On peut réorganiser le territoire sur le plan fonctionnel. Pourquoi ne pas, par exemple, nommer des sous-préfets au préfet, nommer des adjoints au commissaire, ou au commissaire, nommer peut-être, on peut créer de sorte à ce qu'on puisse se rapprocher. C'est pourquoi j'ai dit il y a des territoires plus grands que les nôtres, qui ont moins de régions, moins de provinces que nous. Bien sûr, il y a des territoires plus petits que nous aussi, qui ont plus de régions, etc. Mais le débat ici, quand on parle de rapprochement, en sciences administratives, quand on parle de rapprochement, il ne s'agit pas de la distance, il s'agit de la disponibilité du service. La disponibilité du service public, la disponibilité de l'administration. Si je suis par exemple à Kamti, comme il dit, si je dois faire un passeport, que je puisse faire le passeport par exemple à moins de 50 km de Kamti, que je ne sois pas obligé de venir à Ouagadougou, à Bobo, pour faire mon passeport. Et d'ailleurs, je vais peut-être poser une question, ça c'est pas mon rôle, hein, mais depuis le doyen Sanou parle de 117 villages à Kamti, j'aimerais savoir c'est depuis quand, parce que vous dites que depuis 2001, le nombre de villages n'a pas augmenté, on était à 8000 villages, mais là vous dites qu'il y a 117 villages. Est-ce que c'est depuis 2001 que ces villages-là existent? Depuis que nous sommes rentrés dans les processus de décentralisation et les élections, Kamti est la commune qui a le plus de conseillers municipaux. Ils sont à 250 et quelques conseillers municipaux. Donc quand ils doivent tenir les sessions, souvent, c'est dans une salle. Non, c'est pourquoi je dis que l'État aurait dû faire... C'était d'abord sous vous, hein? Non, bien sûr, non. C'est pourquoi je dis que si la volonté manifeste est de rapprocher de l'administration de l'administré, c'est pourquoi je dis qu'il fallait faire le point de l'existant. Par exemple, quand vous prenez, je prends une province que je connais également, les Kénédougou. Quand vous prenez les Kénédougou, on parle des Kénédougou Nord, des Kénédougou Sud. Jusqu'à demain, c'est comme ça on présente les Kénédougou. Les gens des Kénédougou, c'est comme ça ils appellent. Lui, il est des Kénédougou Nord, lui, il est des Kénédougou Sud. Ce qui dit que, visiblement, il y a un problème lié donc à la taille de la province, ou en tout cas, voilà. Donc ça, c'est des dimensions qu'on aurait... Moi, ce que je dis, l'argument sécuritaire, oui. Personne ne remet en cause l'argument sécuritaire. Mais je dis que si le gouvernement était parti sur la base de ce que j'ai dit, ça allait faire moins de polémiques. En plus de l'argument sécuritaire, ça allait lui permettre de résoudre en même temps un certain nombre de problèmes. Parce que comme je l'ai dit, ils ont l'audace de prendre certaines décisions. Ils auraient donc pu englober tout et puis prendre cette décision. Mais justement, ça pose un problème presque principien. Parce que le ministre avait été très clair. Il dit jusqu'à présent, les découpages auxquels on a eu droit ont pris deux éléments essentiels en compte. L'aspect politique et l'aspect économique. Mais celui sécuritaire avait pratiquement été oublié. Est-ce que c'est pas sur rattrapage? Même si on ne comprend pas, il a dit qu'il faut aller vite. Est-ce que c'est pas ça qui intime tout cela? Vous vouliez réagir? Non, juste pour lui indiquer certaines limites de l'approche qu'il dit, qui est une approche inclusive, participative. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sécuritaire où vous avez des espaces, il n'y a que l'armée qui peut aller. Bon, je veux continuer. Non, il n'y a que l'armée qui peut aller. Parce que si on veut prendre en compte les orientations ou les préoccupations des populations, il faut les interroger dans leur espace. Donc moi je pense que ça ne va pas se dessiner sur un papier vide. Il faudra forcément en ce moment s'assurer qu'on a contrôlé ces espaces-là avant d'impliquer les populations. Je reviens. Je dis il y a des localités dans ce pays, quand vous arrivez, il n'y a aucun représentant de l'État. C'est un hameau de culture. Vous demandez à parler au premier qui peut répondre administrativement, on vous envoie à 5 ou 7 km. Donc la dimension sécuritaire là,
elle est incluse également dans l'érection de cette localité en entité, de telle sorte que l'État soit présent. C'est ce que moi je demande. Ça, c'est le volet aussi qui a été bien précisé, oui, la proximité de l'État, même quand vous prenez la réorganisation des forces de défense et de sécurité, vous avez vu que par exemple la police s'occupe d'un segment, je pense que c'est les grands centres, et puis la gendarmerie s'occupe également chose. Donc voilà, donc ce que je suis en train de dire, la volonté, c'est la question de sécurité. J'ai dit ok, nous sommes tous d'accord, la question de sécurité. Mais ce que je viens de dire là, quand vous arrivez par exemple sur un site d'orpaillage, quand moi je parcours le sud-ouest et autres, vous voyez des centaines de sites d'orpaillage, vous arrivez, il n'y a aucun responsable. La question de sécurité, là, ça ne se manifeste pas là-bas. La collecte des données, des informations, qui les collecte, qui les traite et comment? Qui est le répondant de l'État sur ce territoire-là? C'est pourquoi je dis que la présence de l'État, elle est absolue, elle est obligatoire sur ces localités. Elle va se faire comment? Elle allait se faire si effectivement l'État prenait en main l'organisation de ces localités-là. Donc, en érigeant d'abord ces villages, et soit c'est des chefs de village, soit c'est des CVD ou des coverts comme ils le veulent, et maintenant qui vont répondre à l'administration. Et s'il y a une question de sécurité, si moi aujourd'hui en traversant un village, une localité, je découvre une situation, mais c'est de rendre compte au premier responsable que je vois. J'arrive là-bas, on me dit non, il faut faire 7 km pour rencontrer les premiers responsables. Alors que l'incident que je viens de voir... Voilà, on se rejoint, parce que tout à l'heure, il parlait de la sous-administration du territoire. Je pense que c'est ce que vous mettez ici en exergue. Il y a eu aussi des questions qui ont été posées par les journalistes lors de cette conférence de presse, parce qu'ils sont revenus sur ce qui devenait aussi sur des réseaux sociaux. C'est dit la spéculation au sein de l'opinion sur justement l'acte qui régit la réorganisation qu'on a eue. Bon, Gou demande, est-ce que c'est comme ça qu'on fait ce type de réorganisation? Ça peut se faire comme on l'a vu. Et le ministre Zerbo, qui je rappelle est juriste, il a signifié que les collectivités sont régies par des lois et les circonscriptions administratives par des décrets. Donc sans équivoque. Ça c'est absolument ça. D'ailleurs c'est pour là où je voulais en venir. Même les villages, pour ériger un village il faut un acte administratif. Il ne s'agit pas de se lever et dire que nous sommes un village. Les gens souvent se proclament village. Vous savez comment nos populations sont, nos communautés sont. Les gens ont tendance souvent pour des conflits familiaux à aller créer leur propre village, entre guillemets, alors que non, c'est une autorité. C'est-à-dire le village en tant qu'entité administrative doit être créé par une autorité administrative et bien sûr par un acte administratif unilatéral qui peut être d'autorité comme ça peut être bien sûr sur la base justement de l'approche participative, mais généralement les États qui sont en insécurité comme les nôtres là, je pense que c'est l'approche autoritaire qu'il faut parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. On n'est pas en pleine démocratie où tout le monde peut donner son point de vue, mais s'entourer quand même de techniciens qui pourront éventuellement faire en sorte qu'on tienne compte de certains aspects. Comme je le dis souvent, l'État c'est 3 éléments. C'est d'abord le territoire, ensuite vous avez la population et le peuple si vous voulez, et il y a le pouvoir. Donc l'administration du territoire doit tenir compte toujours de la population. C'est l'aspect, moi à mon sens, qui m'interroge, en tout cas je m'interroge toujours, est-ce que cette analyse a été faite suffisamment avant de faire ce nouveau redécoupage, parce que pour moi, la cohésion des communautés là, elle est plus importante que certains aspects qui ont été soulevés, notamment le rapprochement qui, pour moi, comme je l'ai dit, réside dans d'autres problèmes tout simplement, parce que même à Ouagadougou, je souffre souvent pour avoir des services administratifs adéquats. Ouattara, justement, aborde un aspect, parce qu'on est allègrement aussi vers la fin, la question du process. Parce que beaucoup disent quelquefois, quand c'est ce genre de situation, il faut des consultations beaucoup plus élargies. Le ministre a dit, dans tous les cas, il y a des personnes ressources qui ont été approchées. Il y a des, comme on sait évidemment que sous nos cieux, la question du responsable religieux ou coutumier est quelque chose qui importe. Il a dit, il y a des consultations qui ont été faites. Mais à la façon dont c'est venu, est-ce qu'on comprend un peu les craintes des uns et des autres? De se dire, bon, on n'a pas compris, ça n'a pas été si large en consultation et tout. Ou bien il faut aller vite et les éléments du moment peuvent permettre de comprendre. Non, moi je me dis, même quand c'est fait sur la base de concertation, à la fin c'est d'autorité, c'est un acte, c'est un décret. Et même quand c'est fait sur la base de concertation, forcément l'autorité publique a ses propres critères.
Voilà. Et je pense que probablement ce qui s'est passé aussi, il y a des acteurs qui ont été consultés et ils ne sont pas partis du néant parce que comme je l'ai dit, en 2014 déjà, 2021, il y avait des initiatives. Donc je pense qu'il y a un fonds qui était là, il y a un travail qui avait déjà été là, qui avait été déjà élaboré. Et maintenant, avec la donne sécuritaire, l'autorité va considérer ses propres critères et prendre en compte les autres critères communautaires pour prendre sa décision. Je ne pense pas qu'elle est d'autorité simple, elle est forcément nourrie en amont de certains éclairages. Le processus. Oui, bon, moi j'entends tout depuis la décision. Bon, en réalité, c'est toujours ce qui caractérise le Burkinabé. Sinon, en tout cas, moi, de sources depuis au moins 1 an, les consultations étaient en cours, depuis au moins 1 an. Voilà, donc il y a eu de larges concertations. Des personnes de premier rang ont été consultées. Et je pense que c'est le résumé, en tout cas, c'est vrai que peut-être la décision, peut-être il y a eu des propositions qui ont été faites, l'autorité a fait le choix délibéré, mais et pour cela, et contrairement à ce que certains pensent, il y a eu la concertation. Et la concertation, des personnes ressources ont été contactées, des leaders ont été contactés, voilà, ils ont donné leur point de vue, certains même on les a déplacés de leur localité à Ouagadougou, d'autres on les a rejoints. En tout cas, il y a eu des concertations, au moins sur 1 an. Voilà, selon les informations que j'ai, et depuis même le début du processus, voilà, donc il y a eu des concertations. Bon, et moi je comprends également le gouvernement, parce que lorsque des sujets aussi sensibles, parce que les différents échecs, c'était dû au fait qu'effectivement c'est devenu un débat public. Voilà, donc les débats publics, très difficile de faire le consensus. Mais ça a été fait dans une sorte de carcan avec un certain nombre de personnes et le gouvernement a pris sa décision. Et comme je l'ai dit, il faut en tout cas respecter le courage, l'audace qu'ils ont eu à prendre cette décision. D'aucuns auraient reculé, mais il y a eu la concertation. Voilà. D'accord. Et puis, peut-être réaction aussi sur la question des dénominations de l'ensemble des régions et de certaines provinces avec l'adoption de toponymes en langue nationale. C'est vrai que le ministre de la Communication a dit qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et là-dessus, il y a beaucoup aussi qui font la fine bouche. Parce que bon, le nom n'est pas de chez eux, ou quand on entend ça ramène à ceci. C'est toujours un peu compliqué. Mais quand vous avez écouté pour la question combien des dénominations, c'est le même sentiment, c'est d'autorité et puis on y va. Non, c'est pas une science mathématique parce que les équipes qui ont été consultées, si on recompose les équipes à consulter, peut-être il y a d'autres appellations qui vont sortir. Si on recompose, il y a d'autres appellations qui vont sortir. Donc moi je pense que c'est un débat qui ne peut pas être épuisé. Voilà. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait des consultations. Peut-être, comme certains l'ont dit, de façon secrète, parce que en sciences administratives, la concertation, elle doit être forcément ouverte et publique. Et si les journalistes ont posé la question, on sait que forcément ils n'étaient pas au courant s'il y a eu des... Bon, peut-être des gens sont dans le secret de Dieu, mais je crois que si aujourd'hui la gestion que nous avons de notre pays est associée bien sûr à la volonté populaire, comme nous le voyons, vous voyez l'engouement autour de Faso Mebo, je crois que certaines questions aussi peuvent avoir la même, si vous voulez, la même démarche, parce que nous sommes des techniciens, nous sommes tous des fils de ce pays, et je sais que, en tout cas, j'aurais été associé à cela, que certaines choses, j'allais demander peut-être de patienter et d'aller doucement, notamment, ça rentre dans le sens justement des appellations. On est fier, chacun est fier de voir une région avec le nom de sa localité, mais imaginez un instant, combien d'ethnies, combien de langues nous avons. En réalité, ce qui est une source de fierté peut avoir un effet pervers, c'est-à-dire ça peut être une source de division ou d'union, c'est selon. Parce que d'ailleurs, au premier moment de la publication, sur la toile, les gens en faisaient un objet de parenté à plaisanterie. Et les jours qui ont suivi, quand vous écoutez les émissions interactives, il y en a qui ont commencé à se plaindre du fait que, bon, telle localité, ça ne devrait pas être ça. Donc pour moi, plus on va dans la spécificité en matière de gestion territoriale, plus on peut diviser. Parce que quand surtout nous avons un vécu où le vivre ensemble a toujours fait l'objet d'une démarche depuis 2014, où on cherche toujours à créer une certaine communion entre les populations burkinabées, je dis ce qui est une richesse au niveau traditionnel n'est pas forcément une richesse au niveau moderne. C'est ça en fait. Sur la question. Bon, sur la question,
c'est pas aussi simple de répondre à une question comme ça. Moi, je pense que même, comment on appelle ça, les anciens noms que les localités portaient, je pense que c'est souvent, voilà, ça n'a pas fait consensus, mais il y a toujours une dénomination qui l'a emporté. Je pense également, dans les cas présents, il y a beaucoup de gesticulations, beaucoup de critiques. Bon, je pense que le gouvernement va essayer donc de prendre cela en compte et puis également essayer de voir, parce que également, la volonté étant donc de fédérer toutes les énergies, toujours d'aller dans le sens de la cohésion sociale. S'il y a des facteurs qui peuvent être source donc de désunion, je pense qu'il faut les regarder de près. Mais c'est dire que, en tout cas, les dénominations n'ont jamais fait consensus, même les noms de nos enfants. Souvent avec nos épouses, avec nos frères, on ne s'entend pas sur les noms, mais un nom finit par l'emporter. Bon, le gouvernement a pris sa décision. Et voilà, et les gens ne sont pas, certains en tout cas ne sont pas très très contents. Mais moi je pense que dans un contexte où les très clivant, où la moindre chose peut en tout cas créer des frustrations et autres, moi j'aurais peut-être préféré qu'on laisse les dénominations anciennes. Et puis on avance avec la réorganisation. Maintenant, quand on aura fini le processus, on peut maintenant échouer. Mais c'est fait. Bon, comme je l'ai dit, c'est de faire un travail pédagogique à ce que, comme la pilule elle est amère pour certains, que la pilule puisse passer. Et puis, dans tous les cas, je vais terminer justement avec les propos du ministre Gilbert Ouédraogo. C'est donc fort à propos même. Il dit « Nous sommes conscients que ça ne fera pas l'unanimité, mais qu'on s'en tienne à cela. Nous allons y aller. Et si demain, il y a nécessité qu'on corrige certains aspects, on peut le faire et continuer à avancer. » Je pense que ce sont des propos assez responsables et avertis pour ce qui est de ce sujet-là. En tout cas, on s'est attardé sur le découpage administratif au Burkina Faso, historique, réalité, enjeux et perspectives. Et avec moi sur ce plateau, il y avait Youssouf Ouattara, il est administrateur civil, enseignant en analyse politique publique. Merci et merci d'avoir été avec nous. Merci. Nous avons été aussi avec M. Zemané Nicolas, il est enseignant en droit public à l'université Nobel Zongo de Koudougou. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Et nous étions aussi avec Boubacar Sanou, vice-président du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Merci d'être passé. Merci à vous également. Voilà, ça s'arrête ici donc pour ce qui est de ce débat, pour la partie JDS. Ça peut se poursuivre là où vous êtes, puisqu'on y est de plein pied. Il y a des dénominations nouvelles, il y a une carte nouvelle. En tout cas, nous journalistes, on va s'y adapter. Et ça sera là aussi l'exercice. Et on souhaite donc bonne suite de programme toujours sur nos antennes. Et en attendant dimanche prochain, le souhait, portons-nous bien.